Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur MyMedia Prime Télévision dans le cadre de votre programme dominical Vitrine 237 de ce dimanche 5 septembre 2021. Nous avons constaté effectivement que l'actualité a été dense. Et tout au long de cette semaine, ce qui fait grand bruit à nouveau, ce qui a refait surface, c'est la question autour de la double nationalité. On se demande bien de savoir pourquoi on n'en arrive pas finalement à statuer là-dessus pour effectivement lever ce verrou qui semble ici, qui semble un tout petit peu bloqué ou alors mettre un certain nombre de Camerounais dans l'enclos. C'est le cas actuellement pour Samuel Eto'o-Fils qui fait face effectivement à cette loi-là qui s'abat sur lui. On le dit très souvent, la loi est dure, on l'a connue avec Ndédié Yango, on le connaît aujourd'hui avec le cas Samuel Eto'o où la commission juridique de la FECAFOOT a effectivement dit qu'il ne sera pas possible d'enregistrer les candidatures de ceux qui porteront la double nationalité. On l'a connu également tout récemment en 2020 dans le cas des élections législatives et municipales avec le cas Hervé Emmanuel Kom qui avait été recalé effectivement et qui avait été recalé au Conseil constitutionnel avec pour motif double nationalité. Voilà une autre polémique. On a effectivement évoqué cela à son temps. Aujourd'hui, cela refait surface. Autre chose, effectivement, c'est la rentrée scolaire qui fait à nouveau grand bruit. On se demande bien finalement qui finance l'éducation au national au Cameroun. Est-ce les parents d'élèves à travers l'association des parents d'élèves et d'enseignants? Parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, on en est à payer 45 000 francs d'APE pour les écoles publiques, pour le cas de Douala et Yaoundé et quelques grandes métropoles. Finalement, est-ce que l'État n'a pas démissionné de sa mission régalienne qui est celle de donner l'accès à l'éducation facile à ses concitoyens? Autre chose, c'est cette grosse polémique autour du match comptant pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pourquoi le Cameroun a accepté ou alors on a assisté à un huis clos au Cameroun, bien que la CAF, à travers un communiqué, a indiqué que cela était du fait de la non-homologation de ce stade d'Olembe. Est-ce que ceci ne vient pas trahir ce qu'on a évoqué il y a de cela plusieurs années déjà maintenant, à savoir ce stade, est-ce que cela sera prêt d'ici à date? On vous rappelle effectivement que c'est au mois de février, c'est au mois de janvier de l'année prochaine que la CAN va bel et bien se jouer au Cameroun. Est-ce que cette sortie de la CAF, selon certains discours, vise à salir l'image du Cameroun ou simplement à dire la vérité aux autorités camerounaises en la matière pour ce qui compte pour l'organisation de cette compétition? Nous nous posons cette question-là également. Le barreau, effectivement, qui continue avec cette affaire où les avocats appellent à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire à l'effet d'élire un nouveau bâtonnier. D'aucuns estimeraient que cela s'apparente à de l'irresponsabilité pour un certain nombre d'avocats. Après le décès de l'ancien bâtonnier, feu Charles Tchakounte Patié, on demande bien pourquoi on arrive à cette situation. En débat ce matin, un seul sujet à l'ordre du jour. On va effectivement évoquer la succession de Paul Biya. On constate finalement que nous sommes là dans les grandes batailles du grand soir. On se demande finalement, est-ce que la succession au Cameroun est organisée ou alors simplement les camps, les réseaux qui s'affrontent? On a cela à tous les avec ce qui se passe autour de l'affaire du port autonome de Douala, avec cette autre affaire qui voit le jour autour du cabinet à tout. On se demande bien, est-ce que là, on n'assiste pas là aux éléphants blancs qui se mangent entre eux? Est-ce qu'on va finalement avoir une succession tranquille et paisible au Cameroun? On va questionner en tout cas les dispositions constitutionnelles qui encadrent effectivement cela, parce qu'au regard de ce qu'on peut effectivement indiquer aujourd'hui en matière de retard dans la gouvernance au Cameroun, on peut se demander si finalement le président Paul Biya tient encore suffisamment les règnes le gouverneur du Cameroun entre les mains. La question sera en débat ce matin. Juste derrière ceci, pour vous annoncer et présenter le panel qui m'accompagne.
Merci de retour sur ce plateau de vitrine 237 de ce dimanche sur MyMedia Prime Télévision. On rappelle que vous pouvez nous suivre à travers tous les réseaux de distribution d'images au Cameroun, y compris en streaming sur notre page Facebook MyMedia Prime TV. Je vais commencer par vous, docteur Luson Ambroise Essomba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain Tchokoga, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Permettez-moi de saluer avec gré les autres grands panélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Merci Charles Ndikam, lui il est communicant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est le MRC. Bonjour et bienvenue Charles Ndikam. Merci Sylvain. Bonjour à vos téléspectateurs, nombreux certainement. Je suis heureux pour la première fois de participer à ce plateau. Je ne saurais donc ne pas vous en être gré. Et je dis également bonjour à mes copanélistes. Je voudrais préciser que vraiment ça n'est une offense pour personne si je ne suis pas en costume. C'est un choix dominical. Merci bien. Maître Joseph Claude Biga, lui il est avocat au barreau du Cameroun, il est également communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir invité. Pendant longtemps, bon, tu m'as invité, je n'ai pas eu le temps de me libérer. Aujourd'hui. Vous étiez en Tanzanie récemment? Oh, non, beaucoup au Cameroun également beaucoup. Hein. J'étais à Campo il n'y a pas très longtemps. J'étais à Grande Zambie, du côté de Lolodov, toujours au Cameroun. Donc, c'est pas seulement l'étranger. Mais lorsque j'y vais quand même, ça me permet de mieux comprendre certaines choses et de relativiser certaines critiques que nos frères d'en face ont tendance à faire. J'ai trouvé à Addis Abeba des taxis qui ressemblaient à, je sais pas quoi, vraiment vieux taxis. D'ailleurs, toi, tu es mon ami sur Facebook, tu as pu voir ces taxis que j'ai mis. J'ai pu voir à Arusha les gens monter sur les bensikines comme chez nous ici, pour ne citer que ces cas. Alors que lorsqu'on parle d'ici, on vous dit oui, ça a échoué. Mais est-ce que vous pensez que le problème de fond, c'est... Alors, je n'ai pas encore fini, je suis en train de saluer les gens, je salue tout le monde. Je salue mon frère Charles. Ndikam qui s'est trompé de date de jour. Hein. Ils ont décidé de porter le doigt vendredi. Il se retrouve que depuis vendredi, je pense son doigt. Et il arrive ici aujourd'hui avec son doigt alors qu'on a demandé d'être en escavade. Donc c'était un peu pour mettre de l'ambiance sur le plateau en disant que lorsque je viens sur un plateau de télévision, c'est pour beaucoup plus, moins pour faire la polémique que pour pouvoir permettre à nos auditeurs de nous suivre et d'engranger ou bien de rentrer avec quelque chose de positif ou de gagner lors des débats. Maintenant, je vous laisse tout le temps, vous voulez me poser une question? Non, je voulais juste faire un rappel. On a vu le ministre Jean de Dieu Momo vous accuser de faire la promotion de ce qui n'est pas du Cameroun, la production locale. Faites beaucoup plus la promotion du vin venu d'ailleurs. Mais j'ai répondu, les gens ont même répondu. Hier, j'étais sur les bords du Vouri, j'ai fait une publication sur Douala, sur le Vouri. Les gens ont imaginé ce que je suis parti faire là-bas, c'est quand même la promotion du Cameroun. Non, il ne faut pas faire dans l'hypocrisie. J'estime que si je suis invité quelque part, qu'on me donne Veuve Clicquot, il n'y a pas de raison que je ne montre pas ça. Mais le jour où je vais au village très régulièrement, je monte de vin de panne que je bois au village, je le fais régulièrement. Donc c'est une fausse polémique, c'est un ami et un collègue, un confrère. Maître Momo, il aime temps d'entendre me taquiner. Ne prenez pas ça au sérieux. Merci. Très rapidement, on va commencer avec vous. Docteur Luson Essomba Ambroise, il faut rappeler que vous êtes spécialiste des questions de droit public. On va brosser comme ça, très rapidement, en 1 minute chacun, quelques sujets qui ont meublé l'actualité également. Là. La polémique autour du match Malawi-Cameroun, le huis clos. On a vu tout ce que cela, le tollé que cela fait aujourd'hui sur la place publique. On se demande bien, est-ce que ce n'est pas la preuve qu'Olembe est un problème dans l'organisation de cette CAN? Docteur Ambroise Essomba. Sylvain, j'aime à le dire, il y a le flou, il y a du loup. C'est-à-dire que quand on procède à un match comme celui-là à huis clos, pour un stade qui porte le nom du chef de l'État, pour un stade qui, parmi les 6 qui ont été retenus pour la CAN, est un des plus joyeux, j'allais dire, un des stades les plus huppés en termes d'abord de la qualité de la construction, en termes de l'aire de jeu, en termes des espaces capables d'accueillir
autant que faire se peut les spectateurs. Alors moi, j'ai été un peu choqué dans ma chair et touché dans ma sensibilité de savoir que un stade comme celui-là, qui porte deux spécificités. La première spécificité, c'est d'abord que ce stade porte le nom du chef de l'État. Et la seconde spécificité, c'est que pour un match comme celui-là, qui passe jouer dans un stade comme celui-là, de haute facture, et que le public n'ait pas accès, et que la presse privée n'ait pas accès, je pense, pour ma part, qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et vous savez, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a du flou, il y a du loup, ça veut tout simplement dire que peut-être l'interdiction de la presse privée ou l'ouverture de ce stade, l'accès à ce stade au public, à mon sens, peut-être était une manière de cacher quelque chose. Parce qu'un match d'ouverture, on aurait pu exploiter le stade omnisport d'Amadou Ahidjo. On aurait pu faire jouer le match à Diapoma, pourquoi pas en Unisport ici, ou à Rumde Adja, qui sont des stades déjà prêts. Mais le fait de ce qu'on puisse jouer un match comme celui-là dans un stade, pour ma part, qui porte le nom du chef de l'État, et pour un match d'ouverture, c'est-à-dire que pour un match inaugural, ça peut quand même choquer le commun des Camerounais. Et ça fait de sorte qu'aujourd'hui, ça permet donc de poser la question sur le débat qui est aujourd'hui celle de savoir est-ce que le stade de Lembe est effectivement prêt pour accueillir la CAN, quoi que ce soit listé parmi les stades qui vont accueillir la CAN d'ici janvier. Charles Ndikam, au-delà de tout, la CAF nous fait quand même observer que ce stade n'est pas homologué. On se pose bien la question de savoir, avec autant de milliards que ce stade a déjà engoufflé aujourd'hui, on en est à spéculer ou à créer un complot de la CAF sur l'image du Cameroun. Vous comprenez cela? Je voudrais commencer en disant, et peut-être que mes copanélistes m'aideront, en 2013 ou 2014, à Mona Télé, le chef de l'État actuel du Cameroun, Paul Biya, disait, mot pour mot, tout ce qui arrivera de bon ou de mauvais dans ce pays, j'en suis responsable. Je voudrais que les Camerounais ne l'oublient pas. Et ceci pour dire que nous sommes en face d'une énième forfaiture. Comment cela est-il possible qu'un édifice qui porte son nom, qui sera très certainement celui qui nous rappellera, ou qui rappellera aux générations futures son passage à la tête de cet État pendant plus de 40 ans, puisse se trouver en pareil état. Comment se fait-il que le maître d'œuvre qu'il est lui-même en arrive à être surpris comme il l'est là? Je voudrais anticiper en disant à mon cher frère Maître Biga que l'opposition n'est pas forcément là où on la voit, là où on croit qu'elle est. Là, ça n'est le fait de personne, d'autres que ses propres collaborateurs. Comment se fait-il, comme vient de le dire mon prédécesseur en parole, qu'on n'ait pas tenu ce match sur un autre site, prêt, qu'on veuille cacher quelque chose, mais qu'en même temps on le mette, qu'on le rende public? Ça fait partie des conneries. Mais le diable est dans les détails. C'est ce qui arrive, c'est que à force de trafiquer, il arrive justement des faits comme cela, fort regrettable, fort regrettable. Et je pense que là, l'image du Cameroun a été sérieusement ternie. Maintenant, je m'interroge suite aux différents gates. Je ne vais pas les nommer, il y en a beaucoup. Voici un autre qui se... Quand est-ce que M. Biya va réagir? Parce que là, il s'agit maintenant de réagir, plus d'agir. Le temps d'agir est passé. Cette succession de collaborateurs qui le jettent au chien. Oui, parce que ce sont ses propres collaborateurs qui le jettent au chien. Alors, il faudrait qu'on s'interroge jusque quand est-ce que nous allons être une risée planétaire, jusque quand est-ce que nous allons nous tirer nous-mêmes des balles dans le pied. Non, trop c'est trop. Et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et je dis, à l'image d'un débat qui a cours depuis déjà quelques temps et que j'ai encore suivi chez des collègues à vous cette semaine, à trop
longtemps resté au pouvoir, à un moment donné, on ne gouverne plus rien. Et ça n'est plus qu'une sensation, hein, c'est plus qu'une sensation aujourd'hui que les tenants du pouvoir sont dépassés, débordés. Et à peine ont-ils bouché un trou qui s'en crée un autre ailleurs, le navire prend l'eau de toutes parts. On assiste, comme vous l'avez dit, à ces luttes de clans, d'influence, etc. Il ne passe pas 2 jours, 48 heures, sans qu'il y ait de nouveaux scandales révélés, sans que les uns et les autres se battent, sans qu'on s'interroge. Le constitutionnaliste est là en face de moi sur qui a droit de faire quoi. Non, non, non. Vraiment, j'aurais aimé que nous ayons d'autres débats et malheureusement, il nous incite à rester toujours dans le même. Et il est celui-là. Merci. Maître Joseph-Claude Biliga, il n'en demeure pas moins que, au-delà de ce qu'a évoqué Charles Ndikame et Dr Ambroise Somba ici, une forfaiture, que cela devrait quand même faire honte à l'État du Cameroun. Je me demande bien si vous cherchez des scandales, c'est ça qui vous intéresse, c'est ça. Alors vous voulez créer des scandales. Est-ce que c'est nous qui créons des scandales? Vous créez des faux scandales. Première chose, le Cameroun, pendant tous ces trucs, je crois qu'il y a eu beaucoup d'autres stades qui ont joué le match à huis clos. Ce n'est pas le seul Cameroun. Il faut avoir l'honnêteté de dire ça. Au Sénégal ou autre, là, au moins 5 stades pendant la même période ont joué les matchs à huis clos. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne dites pas que le Cameroun, ce n'est pas seulement à Yaoundé qu'il y a eu un match à huis clos? Toutes les matchs de RACAF, pratiquement, ont eu lieu à huis clos. Mais si je vous demande, de lire le communiqué de la CAF suite à ce match. Dites les faits aux gens. Les commentaires viennent après. Dites-leur que le Cameroun n'a pas eu le seul à avoir eu les matchs à huis clos. Que peut-être, au niveau de la correspondance, les raisons sont différentes, mais il y a eu huis clos. Pas seulement au Cameroun. C'était la première information qu'il faut donner. Elle est la plus importante. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire. Dites aux Camerounais que dans plusieurs stades en Europe, les matchs se jouent à huis clos. On les a vus encore pas très récemment, pas très tardivement. Ils se jouent à huis clos. Pour des raisons sanitaires. Non. Vous posez les raisons, vous mettez des raisons après. Vous dites d'abord que c'est à huis clos. Huis clos, pour vous, c'est comme si c'était un scandale. Le huis clos n'est pas un scandale. Puisque docteur les autres ont parlé, vous n'avez pas eu à les interrompre. Ne commencez pas. Ils ont parlé, vous n'avez pas eu de les interrompre. Laissez-moi, ne me relancez pas tant que je ne suis pas fini. Allez-y. Je développe une idée, vous pouvez me couper à tout moment. Pourquoi? Allez-y. Je pars d'un principe. Vous dites le huis clos, c'est une honte. Je vous dis, le huis clos n'est pas une honte, puisqu'il y a eu le huis clos ailleurs, dans le même ordonné par la CAF, pour les mêmes matchs. Première information. Je dis le huis clos, ce n'est pas une honte parce que très régulièrement, on voit les matchs de football qui sont joués en huis clos en Europe et partout ailleurs. Voilà. La deuxième information que vous nous dites, c'est que le huis clos, on a dit que le stade n'est pas homologué. Et là, je vous dis, la faute à qui? Ou bien le fait que ce n'est pas aujourd'hui que la CAF constate que le stade n'est peut-être pas dans le cas où l'information que vous dites est vraie, que ce stade n'est pas ce qu'il est, puisque nous, on a vu plusieurs fois ici, et des journalistes, et les gens de la CAF, et même la FIFA venir ici, regarder ce stade. Pourquoi on interdit l'accès aux journalistes au Cameroun? Vous me laissez continuer. Pendant ce stade, pendant la visite avec la CAF, est-ce que les caméras n'étaient pas là? C'est des caméras toujours privées. Pas privées, non, pas du tout. Moi, j'ai vu les images des chaînes concurrentes à la vôtre. Une chaîne camerounaise, très critique à l'égard du gouvernement. Qui, lorsqu'elle va dans le stade, elle ne regarde pas là où c'est bien, elle regarde là où l'eau coule un peu de côté. Nous tous, on le connaît très bien. Donc, il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'on a interdit aux journalistes. Mais vous défendez ou bien vous voulez dire je ne défends rien. Actuellement, Olembe est prêt. Je fais des faits. Ce stade. Mais écoutez, moi, je n'ai pas été à Olembe. Je ne veux pas vous dire que Olembe est prêt. Je vous dis seulement, ne criez pas un scandale là où il n'y en a pas un. Et même si Olembe n'était pas prêt aujourd'hui, le truc c'est en janvier. Moi, vous n'étiez peut-être pas encore né. Alors, en 1972, on organisait la Coupe d'Africaine des droits des nations à Douala. Le stade de Douala n'était pas fini. N'était même pas proche d'être fini. Mais Charles peut vous le confirmer. Mais le stade, la compétition a eu lieu. Vous choisissez des choses qui pour vous sont mauvaises. Vous oubliez de dire qu'on a un très beau stade ici à Douala où il y a eu des matchs où il n'y a pas eu de problème. Vous créez des problèmes. Pour moi, vraiment. Est-ce que c'est nous qui créons? Mais si vous créez, parce que vous amplifiez un fait. Le fait qu'on n'ait pas dit que vous, les journalistes, parce qu'il y a même des journalistes, certains ont dit qu'on a choisi les journalistes étrangers. Mais c'est le communiqué du ministre qui l'a dit. Hein. Alors, ça veut dire donc qu'il y a des gens qui ont vu le match. D'ailleurs, il y a des journalistes qui ont été sur le stade. Entre vous,
du Cameroun et ceux qui sont à l'étranger, quels sont ceux qui sont les plus à craindre pour pouvoir diffuser une information négative sur le Cameroun? C'est pas les étrangers, mais on les a fait rentrer dans le stade. On les a fait rentrer pour qu'ils voient que le stade n'est pas fini et que vous qui êtes Camerounais, on vous refuse de vous remontrer ça. Vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire? En même temps, vous dites qu'on veut cacher quelque chose. Mais on invite les étrangers pour venir voir quelque chose qu'on veut cacher. Et on refuse aux Camerounais. Maître Biliga, est-ce que vous avez vu le communiqué de la CAF qui demande que les décisions, les responsabilités seront établies dans le cadre de ce match-là, Cameroun-Malawi? Ça change quoi fondamentalement? Ça change quoi fondamentalement? Ça change quoi fondamentalement? Je reprends et je termine par là. Il y a eu le huis clos. CAF a dit ces choses. Laissons ça se régler. Mais ce n'est pas une honte pour le Cameroun. Je retiens que M. Big est en train de dire qu'un stade dont la construction a été entamée depuis plus de 10 ans, je dis bien depuis plus de 10 ans, qu'il ne soit pas prêt à moins de 4 mois de la compétition, n'est pas un scandale. Que les Camerounais retiennent cela. Non, le scandale est là. La symbolique est importante. Elle a été posée par le professeur Essouma. À savoir qu'il s'agit du stade qui porte le nom de votre grand champion et de notre président. Nonobstant tout, c'est encore lui notre président. Donc, de nous tous. C'est pas votre président. Vous avez votre président élu. Laissez-nous cette débat. Vous l'avez votre président. Donc, je ne serai pas un Camerounais à part entière. Vous voulez nous dire aujourd'hui que vous renoncez à utiliser le terme président élu. Dans ce cas, on comprend que vous savez, les éléments de langage des uns et des autres ne m'engagent pas. La manière dont j'ai compris le cours du prof n'est peut-être pas la même manière dont vous l'avez compris. Donc, chacun son entendement. Je dis et je répète une chose. Si, maître, vous ne pouvez pas convenir citoyennement avec nous que le simple fait qu'on ait englouti des centaines de milliards dans un stade qui, puisque vous citez l'étranger, aurait été construit ailleurs en 3 ans, 4 ans, que plus de 10 ans après, il ne soit toujours pas prêt. Si ça n'est pas un scandale, alors je comprends que vous ne vous émeuviez plus de rien. C'est un scandale déjà en soi. Et la spécificité de ce jour, c'est que c'était un match inaugural. La deuxième spécificité, c'est sur cela qu'il faut attirer l'attention. Et tous les stades dont vous parlez, où les matchs se sont déroulés à huis clos, l'ont été pour des raisons sanitaires. Nul ne peut se prévaloir. Question simple. Oui, est-ce que si le stade de l'Olymbe était complet, on n'évoquerait pas les raisons sanitaires pour qu'il y ait eu huis clos? Non, on aurait évoqué mais nous venons d'accueillir le Chan. Où étaient les raisons sanitaires? Vous et vos camarades vous réunissez tous les jours. Où sont les raisons sanitaires? Non, je parle de la CAF. Je dis les stades pour lesquels il y a eu huis clos. Il n'y a pas eu de match de football là-bas ouvert ces derniers temps-ci sans qu'il y ait huis clos. Bien sûr. Ah bah donc pourquoi est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas pu trouver comme motif le huis clos, les raisons sanitaires au Cameroun? On les trouve ailleurs. Donc tout est bien. Nous en sommes fiers. Moi je vais vous inviter à ce que nous nous émouvions tous ensemble. Ce sont nos impôts. Ce sont nos impôts, maître. C'est à nous tous. C'est à nous tous, à nos enfants. Je dis, il n'est pas normal. Ceux-là qui ont induit le chef de l'État en erreur doivent payer. Laissez le chef d'État tranquille. C'est vrai qu'il vous appartient à vous seul. Votre problème, c'est celui-ci. Lorsque ça marche, j'ai eu ici vos camarades venir dire que pourquoi est-ce qu'on a construit le stade de Japoma? Il sert à quoi? On n'a pas encore construit les écoles, on n'a pas encore. Aujourd'hui, vous êtes content de savoir qu'il y a quand même un stade qui devait être construit à Yaoundé. Mais il a été contre soyez conséquents avec vous. Nous savons que votre leader nous a habitués à des contradictions, de batailles de cours constitutionnels est la seule compétente. Quand il rend des décisions sur le dogme, le lendemain il dit non. Aujourd'hui, il dit qu'il va aux élections parce que laissez-moi terminer. Ne faites pas cette insulte. Vous êtes un politique. Je suis en vous savez bien, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Oui, comme chez vous. Donc vous êtes les champions du mensonge. Vous qui voulez dire que vous voulez diriger ce pays et que vous voulez faire la politique autrement et que vous êtes incapable de dire Maître, nous ne voulons pas diriger ce pays. Nous le dirigeons déjà. Ah vous le bien sûr. Merci. C'est nous qui donnons là. Merci, Chadji Kalma. Mais c'est pas de ça qu'il est question. Oui, on se calme. Il s'agit là, docteur Ambroise Essoumba, comme vous l'avez dit, au-delà d'un match, c'était quand même quelque chose d'assez symbolique. C'est la première fois que le Cameroun, les Camerounais ou les Lions devraient jouer dans un stade Paul Biya.
Votre mot de fin pour être complet sur ce sujet, Ambroise Essomba. Pour être complet, je voudrais indiquer quand même ceci. Vous savez, un match inaugural devait se faire dans toute la solennité, dans toute la publicité possible. C'est un stade qui porte le nom du chef de l'État. C'est pourquoi tout à l'heure, dans le débat, je voudrais quand même faire remarquer que on avait plusieurs sites disponibles et réservés, par exemple, l'ouverture de la CAN à ce stade. D'ailleurs, c'est ce stade qui va accueillir le match d'ouverture. On aurait pu réserver dans cette solennité, lui qui devrait accueillir le match d'ouverture. Donc ça veut dire qu'en réalité, on n'aurait pas pu. Le fait même seulement d'interdire la presse privée. Parce que quand M. Bihiga parle, il y a ceci qu'on n'a pas seulement eu à interdire l'accès au public, même la presse privée. Non, mais il faut préciser que la presse étrangère, et il a indiqué, n'était pas interdite, elle est privée aussi. C'est qui se passe. Non, c'est ça qu'il faut dire. C'est que vous faites une lecture biaisée de la réalité. Non, maître, on ne peut pas faire. Mais c'est vrai, quand vous dites qu'on a interdit la presse privée, sans dire que... Mais pourquoi Non, attendez, là c'est un autre débat. Voilà. Donc il s'agit donc plus d'interdiction de la presse privée. Parce que d'après vous, on interdit la presse privée, pourquoi la presse privée ne voit pas... Mais tout à l'heure, Charles Ndika me coupe, maintenant on m'empêche même de passer sur l'écran. Non, pas du tout, vous parlez. Je comprends rien. Allez-y, docteur Essomba. En Côte d'Ivoire, il y a eu la même situation qui s'est posée, mais la Côte d'Ivoire a fait un recours. Ils ont eu l'accès, on a ouvert l'accès quand même à 10 000 personnes au stade. Vous voyez, on aurait pu, pour une rencontre aussi inaugurale qui inaugure un stade, on aurait pu adresser un recours à la CAF pour nous permettre quand même justement d'honorer notre chef de l'État. Parce que... Docteur, est-ce qu'on parle d'inauguration? Est-ce que le match qui joue, le premier match qui joue, c'est forcément le match d'inauguration d'un stade? Comment vous dites ça? Puisque cette télévision existe depuis longtemps. Non, on va fixer le jour, on va dire que c'est le jour d'inauguration du truc. Non, le match, c'est un jour. C'est un match officiel. Qui se joue pour la Coupe du Monde. Oui, mais ça veut dire qu'on a dit que c'est un match inaugural du stade. Puisque nous sommes aussi à nous souvenir de ça. Le match inaugural au stade de Miss ici, c'était quoi? Cameroun-Botafogo, non? Oui ou non? Mais ça a été dit comme ça. Est-ce qu'on a dit ici que c'est le match inaugural? C'est la sémantique qui pose problème. Mais docteur, chutez rapidement. Oui, enfin, je chutais pour dire que, Sylvain, il ne faudrait pas qu'on embarrasse chaque fois le chef de l'État. Parce que on se rappelle de tout le discours, tenu d'ailleurs même pour l'organisation de cette CAN. Et on se rend bien compte que pour un stade, et je continue, j'insiste à le dire, je persiste à le dire, pour un stade qui porte le nom du chef de l'État, on aurait pu quand même s'attendre à une solennité, même si le match n'est pas dit officiel, mais la première rencontre qui se joue sur ce stade devait être une rencontre de solennité et de publicité. C'est ce que je peux dire. Merci. Le quatrième et dernier invité avec quelques minutes de retard. Vincent de Paul-Yédet, conseiller municipal PCRN pour l'arrondissement de Douala 3e. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, bonjour à mes copanélistes et toutes mes excuses pour le retard qui est dû aux réalités, n'est-ce pas, de la circulation dans la ville de Douala. Pour ceux qui nous regardent, la route est coupée entre les rails de Niala et Ndokoti. Il y a la police partout, on ne sait pas trop ce qui se passe. Merci, je reste avec vous, Vincent. Vincent de Koyede, je reste avec vous. La polémique autour du match Cameroun-Malawi à Yaoundé, stade Olembe, dit stade Paul Biya. Avec tous ces milliards, vous avez lu le communiqué de la CAF, la CAF aujourd'hui nous dit que ce stade n'est pas homologué. On peut quand même se questionner sur encore cet autre scandale qui floue l'image du Cameroun au sol, tout au moins. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les dirigeants de ce pays, n'est-ce pas, ont perdu la notion de la dignité. Je crois que tous ces derniers temps, n'est-ce pas, ils laissent fouler au sol la dignité du Cameroun. Je vous rappelle que le Cameroun a posé en son temps, le chef de l'État de ce pays, en son temps, a posé des actes de souveraineté qui ont imposé aux autres nations le respect de la nation camerounaise. Vous ne pouvez pas nous dire, comme l'ont dit mes prédécesseurs sur le sujet, qu'un stade qui porte le nom du chef de l'État, qui a pris autant de milliards, qui a fait autant de polémiques, le premier match qui doit se jouer dans ce stade-là, se joue dans ces conditions-là.
Par ailleurs, qu'est-ce qui nous obligeait à livrer le match uniquement dans ce stade? On aurait pu le livrer à Garoua, qui est prêt. On aurait pu le livrer à Kokon, qui est prêt. À Limbe. Pourquoi seulement là? Même en Fadena, qui est juste à côté. Pourquoi seulement là? Je vous rappelle que quand le Cameroun va jouer ailleurs, ce n'est pas toujours dans les meilleurs stades qu'on nous reçoit. Très souvent, on déplace même les matchs pour nous faire même souffrir et nous faire jouer dans des petites villes, à condition que le stade soit homologué. Donc je crois que pour ceux qui nous dirigent, ça a été un tort que de vouloir absolument faire jouer le match dans ce stade et dans ces conditions-là. Désolé que Maître parle de l'inauguration. Non, le premier match qui se joue dans ce stade-là, c'est le match inaugural. Maintenant, on peut organiser une cérémonie officielle. Là, c'est autre chose. Et l'histoire retiendra, pour ceux qui est de ce match-là, que le premier joueur à avoir marqué un but, c'est Aboubakar Vincent. Dans ce stade-là, c'est l'histoire qui s'écrit comme ça. Et malheureusement, l'histoire retiendra également que c'est un match qui se sera livré sans les spectateurs, sans la presse privée. Et pire encore, avec une presse privée étrangère qui aura été privilégiée au détriment de la presse privée camerounaise. Voilà. Donc, mais Biega dit que c'est une polémique inutile. On a vu des autres matchs dans d'autres pays se jouer à huis clos. C'est son point de vue et je respecte absolument son point de vue, mais moi, je dis ce que je pense. Je pense que ce match-là aurait pu se livrer dans des meilleures conditions que celle-là. Et que le Cameroun, il aurait pu imposer sa vision, son point de vue dans ce qui s'est passé. Et on ne comprend pas que la presse privée, n'est-ce pas, ait été mise à l'écart. La presse privée camerounaise au profit d'une presse privée étrangère. Au moment où les Camerounais se battent pour leur souveraineté, au moment où les Camerounais se battent, n'est-ce pas, pour prendre en main leur destin, que c'est à ce moment-là qu'on vient nous poser ce genre d'acte discriminatoire qui n'honore pas notre pays. Merci. On va sortir de ce sujet totalement pour prendre le seul sujet à l'ordre du jour en débat ce matin. On va questionner la succession de Paul Biya, le temps des batailles du grand soir. On peut quand même s'interroger au regard d'un certain nombre d'actes aujourd'hui dans la gouvernance du Cameroun où on observe sous le regard comme ça des citoyens qu'on assiste à des grands clans qui ne se font pas cela cadeau. On se demande bien, est-ce que la succession de Paul Biya passera sans véritablement de scandale comme ceux dont on évoque aujourd'hui, ou alors sans que le sang ne continue de couler, ou alors est-ce que cela va se faire dans les règles constitutionnelles? Je vais commencer avec vous sur ce sujet, docteur Ambroise Luison-Essumba. On se demande, nous assistons là depuis un certain temps à des petits groupés, à des camps qui s'opposent, où la gouvernance, on se demande bien si c'est le président Paul Biya du palais d'Etoudi qui est encore le maître des actes de gouvernement au Cameroun. Oui, la question que vous posez m'amène à s'interroger sur l'efficacité de l'action présidentielle dans la gestion de la cité. Et bien entendu, jusqu'ici, un problème de vacances dont nous allons discuter tout à l'heure ne s'est pas encore véritablement posé. Donc, on peut, et le président est en vie, on peut conclure qu'à ce moment-là, le pays marche parce qu'il y a quelqu'un qui assure la continuité de la fonction présidentielle qui est là. Bon, maintenant, on peut soulever un autre problème au regard des scandales que nous vivons, c'est-à-dire au-delà d'abord des problèmes sécuritaires et sanitaires que nous traversons, il y a des problèmes au niveau même de l'appareil étatique qui nous dirige. Vous avez vu, à partir du scandale sur la gestion des fonds Covid, à partir du scandale même de la gestion des fonds concernant la CAN et précisément même le stade Olembe dont on en discutait tout à l'heure, à partir de ces faisceaux d'indices, on peut estimer que le président de la République, on a vu encore avec son séjour particulièrement troublé du côté de la Suisse, on s'est dit et on continue d'espérer que depuis son retour,
on avait voulu voir les choses bouger, un peu changer, parce que quand vous regardez aujourd'hui dans la psychose générale, au regard d'abord du scandale du Covid, écoutez, ce qui est évident, c'est que le renouvellement, par exemple, du personnel de l'État est un catalyseur du développement de cet État. Et on remarque que jusqu'ici, le président de la République a pris du recul, comme c'est souvent le cas, un peu comme le disait François Maté, que le président Paul Biya, c'est l'homme le plus énigmatique que l'Afrique et même le monde ait connu. On se dit quand même que ce silence qui est observé depuis, où le président doit agir, parce qu'il ne doit plus réagir, où il doit agir, on se rend bien compte que cet agissement reste très attendu et ça peut donc permettre de s'interroger justement sur l'efficacité de l'action du président de la République dans la gestion de la cité. Merci, Maître Joseph-Claude Biliga. Paul Biya, au-delà d'être le chef de l'État du Cameroun, est le président national du RDPC. Ça fait quand même plus d'une trentaine d'années qu'il est au pouvoir. Mais les actes de gouvernement au Cameroun aujourd'hui qui font polémique, qui inquiètent, nous permettent quand même de nous poser la question, est-ce que la succession de Paul Biya a été pensée et planifiée au regard de la situation, le contexte politique actuel au Cameroun? Non, finalement, je me demande bien pourquoi il faut que je vienne vous émissions. Vous partez sur des faits qui sont erronés. Et vous en faites une certitude, et vous m'interrogez, vous me posez la question pour vous que je vous parle des certitudes qui sont des vôtres. Ça ne peut pas aller. Tout à l'heure, vous avez dit que rien ne marche. Vous pourrez poser la question à maintenant vous dites que rien... Non, je dis nous sommes dans un pays de droit. Voilà la constitution que j'ai apportée. Elle est claire et nette. Elle parle de la succession. La succession se fait par élection. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le président Paul Biya n'est pas là, s'il n'est pas là parce que par un fait autre que la fin de son mandat, la loi, la Constitution dit comment cela doit se passer. Une élection dans un délai maximum de 120 jours. C'est les partis qui sont au pouvoir, c'est les partis qui sont... les conditions pour pouvoir y aller, pour un parti d'investir quelqu'un, sont là. Les partis pour les candidats indépendants sont fixés. Pourquoi qu'il y a un vide juridique? Il y a quel problème que vous en faites comme si aujourd'hui le président n'est pas là, le RDPC va faire va trouver son successeur qui en principe doit être, je veux dire, son candidat à l'élection, qui doit être le président du parti. Il y a un seul parti sur cette table qui ne pourra pas se compétir. Nous le savons très bien. Mais restons sur ce qui intéresse le Cameroun. Je vous coupe pas, développer. Non, vous ne pouvez pas commenter à me couper. Allez-y, quand je parle de MFC, vous sentez que concerné. Mais oui, c'est le seul parti qui ne peut pas être candidat, peut pas parrainer un candidat aujourd'hui. Si demain, par exemple, n'est pas là, il ne pourra pas. Il faut bien qu'on puisse le dire aux Camerounais qui nous suivent. Nous ne parlons pas du MRC. Non, nous parlons du Cameroun, nous parlons de l'élection présidentielle. Oui. Et elle est concernée. Ce sont les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage universel. Le professeur est là. Oui. Donc les partis politiques ne sont pas des ONG. Ce sont des partis qui ont pour but d'aller aux élections. Mais restons dans le fond. Le fond de ma question. Le fond de ma question aujourd'hui, Maître Biliga, c'est que si on interroge 10 Camerounais aujourd'hui sur la gouvernance du Cameroun, il y a quand même un problème de suspicion sur les actes de gouvernement. Vous voyez le cas du PAD. Mais je vous ai répondu que vous partez des faux préceptes. Vous créez vous dites, vous avez dit Camerounais, vous avez interrogé des Camerounais quand. Vous parlez de ce que vous croyez dans votre tête et vous voulez m'imposer ça et me demander de répondre à ce que vous dites. Je dis faux. Il n'y a pas ce problème. Les actes qui sont posés par le président de la République, c'est lui à qui le seul élu de la nation. Et qui délègue ses pouvoirs à ses ministres, à son premier ministre, à beaucoup d'autres personnes qui exercent le pouvoir à travers lui. Ce n'est pas un pouvoir unipersonnel. Lorsque les actes sont posés par ces personnes, il a un droit de regard sur ces personnes, il a le droit de sanction sur ces personnes, et c'est pour cette raison qu'il y a des démissions, il y a je veux dire, des nominations, c'est pour cette raison qu'il y a des changements de gouvernement, c'est pour cette raison que les personnes qu'on nomme aujourd'hui, demain, peuvent être des débuts de leur fonction, etc., etc.
Donc, lorsqu'un acte est posé, vous parlez même PAD, c'est pas de quoi vous parlez par rapport au PAD, peut-être que vous allez mieux m'expliquer ce que c'est, que ce soit dans le PAD, que ce soit dans notre parti, lorsque les personnes à qui le président a fait confiance pour pouvoir exercer une mission qui relève de sa compétence, parce que c'est lui le seul élu du peuple, le seul élu de la nation entière, comme le dit la Constitution, il a le devoir de pouvoir les remplacer quand il estime nécessaire qu'il faut le remplacer. N'oubliez jamais que la personne la plus informée du Cameroun, c'est le président de la République. Et on a des directeurs généraux, des directeurs généraux qui sont hors la loi. Mais finalement, vous finissez. Parce que je vous pose... De quelle loi? Allons-y, de quelle loi? Il y a des directeurs généraux qui... De quelle loi? La loi parle de 9 ans. Quelle loi? La loi parle de 9 ans. Laquelle? Vous savez... La loi de 2017, oui. elle vient d'être votée. La loi... Non, attendez. Non, nous parlons de droit. Il y a un professeur qui est là. N'essayez pas de m'appeler sur le quartier. Allons vraiment là où il va. Vous parlez de droit. La loi de 2017. Ça fait déjà 9 ans qu'elle a été appliquée. Elle va finir en 2026. Poser le problème en 2026. Vous comprenez là? Par rapport à ce problème-là. C'est aussi simple que ça. Donc pour vous, il n'y a pas de problème. Mais je dis pas pour moi, je vous parle de droit. Donc, les directeurs généraux qui sont là depuis 26 ans. Je dis que je parle de droit. Je vous parle de la loi. Je vous ai dit quelle loi? Vous n'avez pas pu la dire. Moi, je vous donne donc la... Vous avez parlé des actes du chef d'État qui renouvellent le personnel. Donc, ça dit quand le chef d'État nomme depuis 26 ans, je vous dis, monsieur, il ne voit plus qui est le président du Conseil constitutionnel en France? Il est là depuis au moins 40 ans. Il est depuis combien de temps? Depuis combien de temps qu'il est? Pas 40 ans. Qu'il est dans la scène politique depuis combien de temps? Être dans la scène politique n'est pas être président du Conseil constitutionnel. Non, je dis ceci. Monsieur Tchokogwa, lorsque vous faites vos débats de Facebook, faites-les. Quand vous venez sur le plateau de télévision, faisons les débats, lorsque vous invitez les gens comme Charles, qui prend de temps en temps, il est dans la masse, dans les histoires, là, je ne vais pas dire la butte, il est l'un des gars les plus sages, il dit les choses concentrées. Lorsque tu es un professeur, même comme il est de temps en temps de l'autre côté... Vous voyez que vous voyez tout le monde de l'autre côté, finalement. Mais Biliga, finalement, sur ce plateau, vous voyez tout le monde de l'autre côté. Alors, je dis, tout le monde qui nous suit tout à l'heure, là, on sait que vous êtes tous, non? Les Camerounais que vous avez parlé là, ils nous suivent tout de suite, là. Ils savent que la seule personne qui est, c'est 4 personnes. Mais allons dans le fond. Je suis en train de dire, allez, le fond est celui-ci. On a un chef d'État qui a fait plus de 38 ans et qu'on assiste aux guerres opposées des uns et des autres. Mais attendez, monsieur, dans tous les partis politiques, dans tous les pays, il y a des clans. Les clans. Il y a ce qu'on appelle les réformateurs, les conservateurs. Ça existe partout, même dans les gouvernements. Quand vous arrivez en Iran, on va vous dire qu'il y a ceux qui sont réformateurs, ceux qui sont des conservateurs. Vous arrivez en France, vous trouvez la même chose. Vous arrivez partout, même dans les partis politiques. Il y a des gens qui sont progressistes. Moi, par exemple, je me considère comme progressiste de RDPC. Mais ça existe. Pourquoi vous croyez que vous parlez... Le problème, ce n'est pas les clans. Le problème, c'est que vous avez parlé de la succession du président Pierre. La succession est elle est organisée à travers la Constitution et le code électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, c'est du blabla. Comme vous pouvez me dire qu'il y a les clans qui se brûlent. Mais il y aura tous les clans. Au sein du MRC, il y a eu des clans, vous avez bien vu, avec Paul Eric King qui était peut-être pas MRC, mais qui était pour, avec celui qui est mort d'aimant encore là, et Coca et autres. Il y a des gens qui n'ont pas la même vision qu'une bonne partie de ceux qui cachent dans les ambassades et autres. Je ne peux pas parler de ceux qui cachent dans les ambassades, ils ne pourraient pas cautionner ça. Mais c'est le même parti politique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ne créez pas un problème de clan. Vous devez ériger ça comme étant un problème vraiment grave. Il y aura toujours des personnes qui auront des ambitions. Donc, il y aura donc un choc d'ambition entre ceux qui veulent prendre le pouvoir et ceux qui veulent prendre le pouvoir, qui ne sont pas forcément du même bord. Merci. Je poserai peut-être cette question au docteur Lison Ambroise de Somba pour parler de la positivité en réalité du Conseil constitutionnel aujourd'hui au regard du constat de la gouvernance, si on ne peut pas s'en apercevoir qu'on a un vide constitutionnel en la matière de la succession de Paul Biya au Cameroun. On va avancer, il va répondre. Il me comprend. S'il n'y a pas de vide, je vous parle de la réalité, dans les faits de la gouvernance. Dans quelle réalité? On n'a pas osé, Biliga, vous allez répondre aussi peut-être après. Chandika, aujourd'hui on se demande bien si on ne va pas là tout droit au regard de ce flou dans la gouvernance du Cameroun actuellement. Vous avez suivi le cabinet à tout mettre en doute les actes, des actes du chef de l'État sur les hautes instructions de l'affaire du PAD. Ceci expose au grand jour la capacité
de gouvernance du Cameroun aujourd'hui par son chef. Je voudrais déjà rétablir... Qui gouverne en réalité? Je voudrais déjà rétablir les faits. Je reviendrai juste sur les propos de mon prédécesseur en parole en disant que, paix à leurs âmes, ceux qu'il a cités n'ont jamais été militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils ont fait un bout de chemin avec nous et s'en sont allés comme ils étaient venus. Ça veut dire que quand vous entrez, vous avez aussi la possibilité de sortir. Ceci étant dit, nous sommes en train d'évoquer, je pense, la énième cacophonie dans les actes gouvernementaux. En fait, à force d'utiliser cette expression-là galvaudée sur hautes instructions, sous le haut patronage, ça ne représente plus rien, ça ne veut plus rien dire. Mais pour les esprits avisés, et j'invoque ici les 3 esprits, 4 même, puisque vous êtes Camerounais, au-delà du fait que vous êtes le journaliste de Séan, ce à quoi nous faisons face là interroge plus d'un, doit interroger plus d'un. Si on en arrive là où quelqu'un dit agir sur hautes instructions et que quelqu'un d'autre dit tes instructions là, j'en doute, et que des actes viennent être posés par ce même chef de l'État qui vont à l'encontre des hautes instructions qu'il aurait été supposé donner. Oui, il y a cacophonie. Il y a manifestement un problème de gouvernance. Il y a un problème de crédibilité. Comme nous avons déjà été amenés, mes copanélistes et moi, en tout cas au moins 2 d'entre eux, à l'évoquer sur d'autres studios, on se demande bien. On a parlé de solidarité gouvernementale. On a évoqué cela plusieurs fois. Mais là, ça va dans la droite ligne du fait que nous sommes de plus en plus perdus. Moi, je me souviens sur le plateau d'une télé, il y a déjà 6-7 ans, je pense qu'à l'époque, c'était feu le ministre Bapès qui avait fait un séjour éclair à Konengi. J'avais demandé s'il y avait un pilote dans l'avion Cameroun. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des actes qui sont posés qui, pour le moins, peuvent susciter chez les citoyens, même s'ils ne sont pas politiques comme nous, cette interrogation: est-ce que ce pays est encore gouverné? Et pour nous, même les plus jeunes d'entre nous ici ont quand même entendu parler. Ça aurait été inimaginable il y a 40 ans qu'on s'interroge sur ça, qu'on remette en question la parole du chef de l'État. Inimaginable. Aujourd'hui, finalement, à force de le mélanger à toutes les sauces, elle n'a plus d'importance. Elle n'a plus le poids qu'elle n'aurait dû jamais perdre. Maître Biliga évoque la succession démocratique, constitutionnelle avec les élections. Oui. Mais il n'en demeure moins qu'également, autour du processus électoral, vous soulevez également une polémique autour de cela. Mais je voudrais d'abord le rassurer. Il n'y aura pas d'élection présidentielle sans tous les partis politiques, y compris le mien. Je vous dis ça d'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas, même en rêve, anticiper ou pas, il ne se tiendra aucune élection dans ce pays. Il n'y aura pas d'élection tant qu'il n'y a pas un truc. La dernière fois, votre chef, toi tu es ici, tu le dis. Oui. Ton chef a dit que le jour où on va convoquer le corps électoral pour l'élection des régionales, le Cameroun va s'arrêter. Il s'est arrêté. Cessez d'être ambitieux, cessez de dire des choses n'importe comment. Ce pays, les élections auront lieu. Vous ne serez pas là. Parce que vous avez dit que la loi est là, vous voulez appliquer la loi. La loi dit que vous devez avoir un élu, vous n'avez pas d'élu. Vous avez dit que vous n'irez pas aux élections tant qu'il n'y aura pas le nord-ouest, sud-ouest, la paix. Vous n'irez pas aux élections tant que vous n'aurez pas changé le code électoral. Si vous y allez, on ne sera pas surpris. Parce qu'on sait que vous changez tous les jours. Le matin, vous dites que vous n'êtes pas pour les gens qui marchent qui étaient le 3 juillet à Paris. Le lendemain, lorsqu'ils ont fait leur marche, vous avez commencé à applaudir, à présenter les trucs. Mais c'est ça que vous voulez remplacer les députés. Avec ça. Ce que je voudrais que vous... C'est vrai que votre logiciel est difficile à formater, mais je voudrais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas participé à quelque chose que nous ne pouvons pas l'apprécier. Contrairement à vous. Parce que quand ça n'émane pas de vous, c'est forcément mauvais. C'est vous qui le dites. Hein. Tout ce que les autres font, même le RPSN qui est à côté là, vous l'insultez.
Et vous faites la même chose. Quand le PCN demande lors de l'élection que les gens aillent cotiser l'argent pour faire les élections, vous l'accusez. Non, que les gens fassent ce qu'on appelle ça de Ndjangui pour pouvoir donner lever de fonds. Vous dites qu'il est kérosène, il est en train de faire la mafia, il est pauvre. Le lendemain, vous faites la même chose, vous demandez de l'argent. Et vous publiez partout, et ça c'est normal. Mais arrêtez ça. C'est bien que c'est vrai que vous êtes peut-être dans votre rôle professionnel en tant qu'avocat. Je ne savais pas qu'ils en avaient besoin. Ce que je voudrais vous dire, nous sommes comptables de nos actes et je les assume en totalité. Le PCRN, puisque vous l'évoquez, est nominalement un parti d'opposition. Bon, à leurs actes, le peuple jugera, comme il juge aux actes de tous les autres partis. Moi, mon ennemi, à la date d'aujourd'hui, celui que je combats, c'est pas le PCRN. Parce que le PCRN, sur l'échiquier politique aujourd'hui, malgré sa présence dans tous les machins dont vous parlez là, ça n'a rien changé. C'est vous que je combats. Et je pense qu'au moins pour cela, ils sont à nos côtés. Et je vous rappelle qu'il y a quelques semaines de cela, nos leaders tous ensemble se sont assis pour revoir ensemble un certain nombre de points. Et nous ne tarderons pas à vous revenir dessus. Continuez de compter sur la division. C'est vrai qu'on divise pour mieux régner, mais à un moment donné, ça risque de ne plus marcher. Et la division, je vais vous dire, elle est plus installée dans votre famille politique que là où vous voulez la montrer aux Camerounais. Donc, occupez-vous surtout de la cohésion dans votre famille, parce que c'est elle qui est en train de voler en éclats. C'est pas ailleurs. Aucune diversion de ce côté-là. Merci. Vincent de Paul Yédé, la question de la succession de Paul Biya aujourd'hui au regard des batailles, je prenais encore en image l'actualité au PAD, où vous voyez les communications autour. Je peux quand même, Régis Fécan, au MPC, on se demande bien si finalement cette succession va arriver dans la paix et dans la tranquillité pour le cas du Cameroun, au regard de ces batailles-là. Vraiment, pour des raisons éthiques, c'est pas bien qu'on évoque la succession de quelqu'un de son vivant. Fut-il le chef de l'État, de manière constitutionnelle, on sait comment ça va se passer. On peut débattre du reste, mais vraiment, évitons de faire comme si on... Donc tu n'es pas pour le notaire alors? Non. C'est à lui qu'on parle de la mort. Non, là c'est un débat que nous faisons sur l'après quelqu'un. En temps normal, on ne devrait pas le faire comme ça. Nous, on travaille à prendre le pouvoir, que ce soit contre lui, que ce soit contre quelqu'un d'autre après lui. Vous comprenez un peu? Mais il est clair que les gens y travaillent. Le PCRN, en ce qui nous concerne, nous travaillons, n'est-ce pas, à accéder à la magistrature suprême. Et on voit d'autres qui y travaillent. La semaine dernière, s'est tenue à Yaoundé une convention des franquistes qui sont là, c'est des jeunes qui soutiennent la candidature de Franck Biya, qui est le fils du président actuel. Donc, il est clair que les batailles pour la succession sont lancées. Et c'est de bonne guerre, c'est légitime. C'est de bonne guerre qu'à un moment donné, que les gens, pour des ambitions propres ou alors qui cadrent avec leur idéologie, veulent accéder au pouvoir. Mais ce qu'on peut déplorer, c'est la cacophonie au niveau des institutions gouvernementales. Lorsqu'on voit des ministres qui se battent, quand on voit des communiqués et des contre-communiqués, n'est-ce pas, ça laisse quand même croire qu'il y a un malaise, n'est-ce pas, au sein de l'équipe dirigeante. Nous avons une posture, c'est que quand quelque chose se passe et que c'est bien et que c'est dans l'intérêt du peuple, nous soutenons. Quand ça ne va pas, nous ne soutenons pas. Mais on a comme l'impression que le chef de l'État actuellement se bat même contre ses propres camarades qui font tout pour que même les quelques bonnes actions qu'il a initiées pour lui permettre de sortir du pouvoir tel que lui-même l'a souhaité et le souhaite, sont encore combattu de l'intérieur par ses propres camarades. On parlait du stade là tout à l'heure. Nous savons tous quelle est la volonté qu'il a eue à doter le Cameroun des infrastructures sportives. 3 000 milliards ont été empruntés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec grande peine qu'on finit près de 10 ans plus tard à jouer le premier match dans le stade à Olembe,
sans que la population y prenne part. Lorsqu'on voit qu'au niveau du port, lors de la visite du chef de l'État à Douala, c'est lui qui promet au peuple de sécuriser tous les mouvements au niveau du port de Douala jusqu'à un certain niveau. Et qu'on voit aujourd'hui que c'est à l'intérieur du gouvernement même que les gens sont en train de combattre ce travail qu'il a confié au directeur général du port. On peut s'interroger, mais pour qui est-ce qu'on travaille? Puisque le directeur général du port ne fait que exécuter les consignes qui lui viennent directement de la présidence de la République, et tout ce qui fait rentre en conformité avec les instructions du chef de l'État. Mais quand le prenne, quand on l'interroge là-dessus, on peut se poser. Mais ces instructions sont remises en cause par une des parties aujourd'hui, le cabinet à tout. Il dit ne pas croire en la sincérité de ces actes-là. Vous trouverez le moyen de l'interroger pour qu'il vous explique ce qui lui permet de douter des consignes données par le chef de l'État. Mais nous, en ce qui nous concerne, on observe quand même qu'il y a des actes qui sont posés, qui sont contre nature, qui ne permettent pas au chef de l'État, justement, de réaliser un certain nombre de promesses qu'il a faites, qui sont d'ailleurs très peu, celles qu'il essaie de réaliser. Mais même pour celles-là, il y a des actions qui viennent bloquer ceux qui sont en train de vouloir travailler dans ce sens-là. Merci. Docteur Ambroise Somba, la question de succession dans une démocratie et au-delà des constitutions devrait être publique, devrait s'apercevoir par le peuple, tout au moins. On a vu dans plusieurs autres pays en Afrique, les chefs d'État partis en faisant observer leurs successeurs, tout au moins, avant leur départ. Oui, avant de vous répondre, je voudrais quand même faire observer au conseiller Eder que engager une réflexion sur la question de la succession du président, même s'il vit, pour moi, c'est quelque chose de capital. Et je voudrais, à la suite de cela, vous démontrer que même sur le plan constitutionnel, il y a des problèmes. Même en application, même quand on va vouloir appliquer les dispositions constitutionnelles, il y aura des difficultés à cela, et je le démontre. Alors, l'article 6, alinéa 4 de la Constitution dispose très clairement que, en cas de vacance de la présidence de la République pour des raisons de décès, de démission ou d'empêchement définitif, constaté par le Conseil constitutionnel, Alors, vous vous rendez compte que le code électoral, mettre le test par devant lui, en son article 142, reprend les mêmes dispositions. Maintenant, vous allez vous rendre compte que dans les différentes hypothèses qui débouchent vers la constatation de la vacance de la présidence de la République, il y a des sérieuses difficultés dans le régime d'application. Suivez la démonstration. Ces trois hypothèses qui conduisent à la vacance: la démission, le décès et l'empêchement définitif. Prenons chaque hypothèse. Vous allez vous rendre compte que la mise en œuvre, si aujourd'hui le président Paul Biya n'est pas là, ce sera très compliqué pour l'État du Cameroun. Nous prenons la démission qui est l'hypothèse la plus plausible. Alors, quand le président de la République démissionne, il donne copie au président du Conseil constitutionnel qui fait une autre copie au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Et à ce moment-là, l'intérim s'ouvre au profit du président du Sénat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le président démissionne, il donne sa démission. Au niveau de la démission, lorsque le président du Sénat vient pour assurer l'intérim, on se pose bien la question. Il prête serment devant quelle institution? Il utilise quelle formule de style? Est-ce qu'il dit comme le président Paul Biya à dos sources? Ouais. Il y a donc là au niveau de la démission un problème. C'est-à-dire que quelle est l'instance devant laquelle le président du Sénat intérimaire de la succession présidentielle va procéder donc pour prendre les fonctions en tant que, pas président de la République, mais président intérimaire. Prenons le décès. Si le président de la République décède, qui annonce le décès du président? Notre constitution est muette. Or, au Bénin, on vous dit, c'est le directeur du cabinet civil. Vous voyez qui le fait. Et maintenant, dans l'hypothèse même du décès, il faudrait que c'est le président de l'Assemblée nationale qui saisisse le président du Conseil constitutionnel. Donc, si Kava Yege Djibril
n'a pas saisi le président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel ne peut pas procéder à la constatation justement du décès du président de la République. Prenons le cas des empêchements définitifs. À quel moment le président est-il définitivement empêché? Est-ce que c'est quand il a les mots physiques ou les mots psychiques? Ou bien c'est quand il ne marche plus? C'est quand il est dans le coma? Ou bien on a vu Bouteflika dans une situation inconfortable, mais il a continué de diriger le pays. Mais on se rend bien compte que c'est la doctrine qui arrive à déceler le fait que, en fait, le président est dans une situation d'incapacité définitive lorsqu'il se trouve frappé par des maux psychiques. C'est-à-dire qu'il ne peut plus parler, il ne peut plus tenir un discours, il ne se rappelle plus de tout ce qu'il fait. Donc c'est pour dire que la Constitution a exactement prévu les mécanismes de succession, mais leur mise en œuvre sera très compliquée. Prenons le cas simplement du décès. On nous dit si le président décède, qui fait l'annonce? La Constitution est muette. Ça veut donc dire que, comme dans les cas d'école en Côte d'Ivoire, avec Houphouët-Boigny, le peuple ivoirien a fait 7 mois. Or, le président était mort depuis. On a vu avec Père Ondimba au Gabon, ils ont fait 2 mois avant de savoir que le président de la République est décédé. Donc c'est pour dire que notre constitution, imaginez-vous, chers copanélistes, si qui aurait imaginé qu'en 82, Aïdj aurait pu démissionner? Personne. Alors s'il n'y avait pas la réforme de 1979 qui prévoyait qu'en cas de démission du président, c'est le Premier ministre. Mais est-ce que c'est qu'aujourd'hui, Paul Biya est président? Donc c'est pour dire que la Constitution, notre Constitution doit recéler tous les éléments de solution quant à la succession. Parce que quand ce n'est pas clair, ça peut déboucher éventuellement à des soucis. Voilà. Donc vous voyez un peu que sur la lecture constitutionnelle, voilà un certain nombre d'éléments que nous pouvons évoquer par rapport à la succession qui n'est pas du tout évidente. Merci. Maître Joseph-Claude Biliga. Écoutez, docteur Ambroise Luson-Essomba, on constate là qu'il y a des vides constitutionnels en la matière. Il faut rappeler que le 7 a dit que dans quelques jours là, il y aura la rentrée du Conseil constitutionnel pour le Cameroun. Le professeur Essomba, le docteur Essomba est un, j'aime dire, c'est un enseignant. Il professe. Il donne le professeur son analyse est essentielle. C'est une analyse qui peut être battue en brèche. Il a donné toutes les hypothèses. Il a même dit les hypothèses lorsqu'il dit par exemple que le président de l'Assemblée nationale, la loi dit qu'il le fait. Et il pose encore un problème. Si la loi dit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit pouvoir annoncer l'incapacité. Oui, je ne sais pas quoi que tu as dit là, tu as dit un truc. C'est le constitutionnel. Le problème, et il pose donc une solution et il dit que c'est un problème. Puisque c'est prévu. Vous voulez qu'on vous dise que c'est qui d'autre? Comme on a dit la dernière fois que c'est le président Biya, le président Premier ministre qui devient président de truc. Lorsqu'on dit on peut être serment devant la Cour suprême, mais devant comment on appelle ça? Devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire pas l'Assemblée nationale, c'est-à-dire devant le Parlement réuni en congrès. Que ce soit pour le président, que ce soit pour le président intérimaire, parce que le président intérimaire, c'est un titre, on dit intérimaire, mais c'est le président de la République, il prête serment. Parce que ça pose un problème particulièrement, puisqu'il a les mêmes pouvoirs, pas les mêmes pouvoirs, c'est limité dans un certain nombre de voix, mais c'est le président de la République. Le président intérimaire est d'abord président de la République. Et le président de la République prête serment devant le Parlement réuni en congrès. Donc tout ce que tu poses comme problème, c'est des choses qui peuvent être, qui dans la réalité, pourront être mise en pratique au moment venu. Donc moi je dis, peut-être bien de spéculer, peut-être qu'il y aurait des comment je veux dire, c'est des vides qu'on aura peut-être eu le temps de réduire, mais ne crée pas ça comme étant des blocages qui empêcheront qu'il y ait une succession. La loi dit, celui qui succède au président de la République est le président du Sénat, qui a un délai pour organiser des élections. Lui-même, il n'y participe pas. Si le président du Sénat n'est pas dans la disposition de pouvoir le faire, son premier vice-président, selon l'ordre protocolaire, assume cette fonction. C'est aussi clair et net. Et lorsque, pour prendre la loi dit, pour pouvoir assumer la fonction de la République, on doit prêter serment devant le Parlement réuni en congrès. C'est clair et net. Vous voulez... je sais que les théoriciens veulent spéculer, écrire des thèses sur des choses. Nous sommes praticiens. Moi, je suis praticien. Et dans la pratique, il a évoqué le cas de Bouteflika, qui dans un fauteuil roulant, dans son invalidité, a continué d'être chef d'État.
Mais c'est le Cameroun. Là, vous voulez prendre. Non, on parle du Cameroun. Et on a même vu le président, comment ça s'appelle, le président. Non, il y a un là qui est aussi resté sur le président de Guinée. Le président de Guinée, celui qui avait fait le coup d'État après la mort de Sékou Touré, lui aussi il est resté avec ses pieds, avec le diabète qui l'embêtait, mais il a continué à diriger. Donc le problème n'est pas celui-là. C'est-à-dire qu'il y a même eu Bourguiba, etc. Il y a des âmes qui suivent. Mais ne pensez pas qu'on arrive toujours à la succession parce qu'on est vieux ou bien parce qu'on est malade. Il y a des gens qui meurent, le jeune gars qui est mort au Burundi, il est notre cadet, pratiquement, à toi et moi, Charles. Mais il était président de la République, il est mort. On y a été remplacé. Donc, celui qui est mort dernièrement en Tanzanie, d'où je sors, il était, moi, mon aîné, peut-être d'1 ou 2 ans. Je crois qu'il devait avoir 62 ans, etc. Mais il est mort plus jeune que pendant qu'il était jeune. La succession a été faite. C'est la femme qui est là-bas, qui est... Chaque pays a organisé sa succession. La nôtre, on a évité ce qui avait eu lieu dans la Constitution qui permettait au président de la République en 79 de devenir l'un des vœux constitutionnels. On estime que cela est un peu contraire à la démocratie, à l'esprit républicain. Chaque pays a organisé sa succession selon sa constitution. Voici la question d'un téléspectateur. Il nous suit de doigts là. Il s'agit de Gilbert. Bonjour maître. Bonjour maître Joseph du RDPC. Parle de constitution. Je veux lui demander si la constitution du Tchad a été respectée lorsque le fils d'Idriss Déby a pris le pouvoir. Je pense qu'il n'a jamais eu de succession constitutionnelle dans la quasi-totalité des pays colonisés français en Afrique et je ne vois pas le Cameroun comme une exception. C'est son avis. C'est son avis. Mais je dis qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu la succession constitutionnelle. La loi disait, c'est le président de l'Assemblée nationale, la Constitution disait, c'est le président de l'Assemblée nationale qui remplace le président de la République à sa mort. Il y avait un Premier ministre qui exerçait le pouvoir de président de la République en vertu de la Constitution comme la nôtre aussi, parce que le président étant dans l'incapacité de l'exercer, il était en Europe. C'est le Premier ministre qui s'appelait Alassane Ouattara qui exerçait ce pouvoir. Mais dès lors qu'on a annoncé d'une manière officielle la mort du président Houphouët-Boigny, la constitution s'est mise en place. Il est vrai que, compte tenu de ce problème qui s'est posé, parce que c'est ça que je veux dire, et je comprends plus la question, c'est que la constitution peut exister et qu'il y ait des problèmes. C'est ce qu'évoque l'auteur et son banc. Nous sommes tous d'accord que dans tous les pays du monde, surtout dans nos pays africains, il peut avoir une constitution, et cela n'empêche pas, je vous donne 2 ou 3 exemples. On parle tout à l'heure de la Guinée. Quand Sékou Touré meurt, on applique la Constitution d'une manière normale. Le Premier ministre qui prend la fonction, c'est d'une manière constitutionnelle. 2 jours plus tard, Lansana Conté lui fait un coup d'État. Je dis bien 2 jours plus tard, Lansana Conté lui fait un coup d'État. De la même manière, on a vu, pas très loin, je crois même au Mali, on a vu une chose pratiquement pareille. C'est-à-dire que rien ne garantit, quelle que soit la plus belle constitution qu'on a, rien ne garantit que le jour où on doit mettre la constitution à 2 mois de la fin de son mandat, on lui fait le coup d'État. Même, on a vu celui qui venait d'être élu. Mais cela peut quand même poser le problème de nos concitoyens que veut évoquer. Cela suppose qu'en Afrique, ce sont des hommes, c'est les hommes qui gouvernent, non les textes de loi. Non, il ne faut pas parler de l'Afrique, puisque je vous ai donné le cas de Côte d'Ivoire, je vous ai donné le cas de la Tanzanie d'où je sors, où il y a eu une transition constitutionnelle. Vous parlez du cas du Burundi, où il y a eu une transition constitutionnelle en début d'année. Il y a beaucoup de cas. Le problème, c'est que, une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a aucune garantie, ce que je sens de dire, que les lois de la Constitution puissent forcément aboutir, soit appliquées d'une manière claire et précise. Parce que rien n'empêchera un Samuel Doe ou quelqu'un de venir prendre le pouvoir par les armes au moment de la Constitution, ou bien pour des intérêts, là on a parlé du Tchad, qui peuvent être des intérêts supérieurs de l'État, c'est-à-dire pour l'intérêt supérieur de la nation, qu'on soit amené à mettre la Constitution de côté. C'est ce qui s'est passé au Tchad, ce qui s'est passé avec la succession au Gabon, ce qui s'est passé avec la succession qui a eu lieu à RD Congo. Moi, j'ai été à RD Congo juste en 1998, juste après l'arrivée du président, le président Kabila Père, un peu avant que son fils ne vienne. Donc, il peut arriver que pour l'intérêt, on se dit, si aujourd'hui on applique la Constitution telle qu'elle est, ça peut causer plus de problèmes que si on ne l'appliquait pas.
La loi est faite par les hommes. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a un et que c'est l'intérêt spectateur qui national, dit que l'intérêt du le RDPC est l'arrogance. Maître Biliga doit laisser les autres parler. C'est Raoul Lemopi qui nous suit. Ah non, lui dit qu'il est enseignant syndicaliste. C'est un gars de MRC. Donc je comprends. Je crois que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Docteur Ambroise Essomba, puisque vous allez nous laisser là, est-ce que ceci, effectivement, pour garantir des véritables successions en Afrique, on ne devrait pas démocratiser davantage les pays africains? Regardez, Monsieur Sylvain, je pense que s'il y a dans un État ou dans une société un test qui, qui doit apporter toutes les solutions possibles à des problèmes qui pourraient se poser, surtout des problèmes de succession, c'est la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle je développais tout à l'heure quelques aspérités, quelques difficultés qui ne sont pas prévues dans notre Constitution. Parce que je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, par exemple, la question seulement de l'annonce du décès du président de la République n'est pas précisée, on va vous dire que c'est le directeur du cabinet civil, par exemple, mais ce n'est pas consigné dans le texte. Donc, en réalité, on peut, en ce moment précis, pour déjà éviter d'éventuels déconvenus, on peut déjà procéder à une réforme de notre Constitution en y intégrant tous ces aspects. On peut même intégrer d'autres dispositions, d'autres aspects, la disparition et même l'absence. C'est-à-dire que dans les mécanismes d'hypothèse de vacances à la tête de nos États africains... Mais on attend que le Conseil constitutionnel, qui fait sa rentrée mardi, puisse se prononcer sur ce genre de vide-là. Tout au moins. Non, quand il n'est pas saisi, il ne se prononce pas. Je souhaite que vous évoquiez l'affaire de la requête de Denis Atangana. Oui, bon, pour cette histoire, disons tout simplement que le Conseil constitutionnel a des missions qui sont connues, c'est-à-dire des missions fondamentales, assurer le contrôle de constitutionnalité des lois, régler les conflits institutionnels, régler également le contentieux constitutionnel, le contentieux électoral. Maintenant, il y a des fonctions spécifiques. Par exemple, le Conseil constitutionnel est une institution consultative qui donne des avis. Par exemple, lorsque le président de la République veut dissoudre l'Assemblée nationale, il peut requérir l'avis du Conseil constitutionnel. Et bien entendu, l'une des missions constitutionnelles qui est également prévue, c'est la constatation de la vacance en cas de démission. Maintenant, la Constitution, les textes prévoient également toutes les personnalités à même de saisir le Conseil constitutionnel selon les hypothèses. Et dans le contrôle de constitutionnalité des lois, tel que c'est le cas pour les miens, on dit c'est le président de la République, le président du Sénat et son bureau, le président de l'Assemblée nationale et son bureau, un tiers des députés, un tiers des sénateurs ou les présidents des conseils régionaux. Or, vous voyez déjà que sur le plan de la forme, et je parle sur le compteur de maître, la forme qui conditionne le fond en droit, sur le plan de la forme, donc, on peut largement débouter monsieur Emile qui n'aura pas qualité de saisir le Conseil constitutionnel en la matière. Merci, docteur Ambroise Essomba. Charles Ndika, aujourd'hui, pour éviter ces polémiques-là, on peut quand même démocratiser davantage en toilettant, en faisant un ensemble de réformes institutionnelles, tant sur le processus électoral et sur la redistribution véritable des pouvoirs dans notre pays. Oui, mais justement, quand vous vous adressez à moi, vous vous adressez aux militants du MRC, et c'est bien l'une des choses que mon parti prône. C'est justement le toilettage de tous ces textes-là et la remise au goût du jour, comme on dit souvent de manière triviale, reboxer les cartes afin que tout le monde puisse participer au jeu électoral. Malheureusement, nous sommes dans une configuration où le Cameroun est pris en otage par un parti, un seul, qui, de mon humble avis, ne lâchera jamais rien, qui puisse contrarier son pouvoir et qu'il faudra donc aller chercher de hautes luttes. Maintenant, est-ce que les événements courants de la vie feront en sorte que ses propres plans soient contrariés? Moi, j'y crois fortement. Et je ne désespère pas de la volonté des Camerounais, mais je ne désespère pas non plus de la Providence, même si je ne m'en remets pas totalement à la Providence et que, comme a souvent à le dire monsieur le conseiller, j'espère que beaucoup de Camerounais au 31 août
ont été s'inscrire sur les listes électorales. J'espère qu'elles seront rouvertes d'ici les prochaines échéances afin que ceux qui n'y ont pas cru et qu'entre-temps nous aurons su convaincre le fassent. Mais je pense qu'il faudra que nous prenions notre destin en main. Il n'y aura pas d'autosaisine du Conseil constitutionnel. Je ne vois pas ceux-là qui vont se réunir mardi. Je n'en vois aucun, sauf si touché par la grâce. Je n'en vois aucun nommé par M. Biya. Est-ce que le Conseil, cela peut nous permettre également de questionner l'importance du Conseil constitutionnel dans le contexte politique qui est le nôtre, si elle ne peut pas s'autosaisir? Non. C'est pas dans l'ADN des gouvernants actuels. Même les procureurs qui ont mille et une occasions de le faire dans le quotidien ne le font pas. Donc non, ils le feront encore moins. C'est une institution que s'est réservé M. Biya pour remercier ses camarades et ça n'est pas autre chose. Maintenant, on a voulu copier le colon, hein, on a voulu faire des schémas qui ressemblent fort aux schémas occidentaux et français en particulier, mais dont l'utilisation des différents démembrements n'est pas du tout dans la pratique le même. Moi, je cherche encore quels actes ils ont posés jusqu'au jour d'aujourd'hui par lesquels ils se sont illustrés. Non, c'est pas de ce côté-là que ça viendra. Franchement, c'est pas de ce côté-là. En tout cas, je n'attends pas cela. J'attends pas cela d'eux. Vincent de Paul Yédé, on démocratise davantage pour qu'il y ait de véritables libertés, pour qu'on évite des débats de polémique sur des successions, tout au moins pour le cas du Cameroun. On reforme, des acteurs parlent de plus de réformes institutionnelles, tant sur le processus électoral, la réforme foncière et bien d'autres secteurs comme cela. Non, mais vous faites comme si le RDPC vient d'accéder au pouvoir. Au cas où vous l'aurez oublié, ça fait 38 ans qu'ils sont là. Et vous pensez que c'est maintenant qu'ils viendront faire ces réformes-là pour qu'on vienne les remplacer au pouvoir? Non, c'est à nous, les acteurs de l'opposition, n'est-ce pas, de nous mettre au travail et de développer les différentes stratégies, de mettre en commun nos moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à cette mastodonte qu'est le RDPC. Donc, il n'y a rien à attendre, n'est-ce pas, venant des maîtres Bliha, n'est-ce pas, pour qu'ils modifient quelques textes que ce soit pour s'ouvrir davantage. Au contraire, à chaque fois qu'ils en auront l'opportunité, ils vont verrouiller. Le Cameroun a connu une véritable reculade en matière de liberté publique ces 15 dernières années qu'on n'a pas connu par le passé. Tout simplement parce que, ayant pris le prétexte de 2008, n'est-ce pas, au fur et à mesure, on a commencé à mettre en avant la fameuse notion de trouble à l'ordre public qui justifie que à ce jour, aucune manifestation n'est possible. On ne peut plus obtenir l'autorisation d'une manifestation, quelle qu'en soit la nature, même si elle n'est pas politique. Donc, ce que nous devons faire, pour me répéter, c'est que nous devons continuer à travailler ensemble, comme on a commencé à le faire. Il a rappelé là tout à l'heure que 7 de nos responsables, n'est-ce pas, ont commencé à travailler. Mais on a l'impression que cela ne porte pas suffisamment de fruits. Du côté de l'opposition, vous reconnaissez au RDPC d'être une mastodonte en face. Cela semble ne pas véritablement faire un jeu égal. Vous en permettrez termes de capacité de mobilisation. Vous permettrez quand même que nous maîtrisions le timing des activités et des actions que nous menons sur le terrain. Donc, très prochainement, n'est-ce pas, les différentes actions de sensibilisation qui vont contribuer à faire adhérer, n'est-ce pas, à notre démarche les autres acteurs de la vie politique, que ce soit des partis politiques ou alors d'autres organisations, que nous puissions faire un front commun face au RDPC. Et puis je crois que ça va aller. Merci. Maître Biliga, condamné à bloquer davantage le système de démocratisation, le processus de démocratisation du Cameroun, selon vos adversaires d'en face. 38 ans, c'est de bonne guerre, lorsqu'ils racontent des choses, mais la réalité est autre. L'exemple le plus patent, c'est cette télévision. Là où nous sommes en train de parler. Citez-moi combien de pays africains où les gens peuvent venir faire débattre comme ça à la télévision. Citez-moi combien.
Je le dis, dit Kamela, combien de pays africains, je ne parle pas francophone, je parle de pays africains, où les gens peuvent venir comme ça, insulter le président, n'insultez pas ici aujourd'hui, parler du gouvernement comme si vous parlez. Il y a le reculage, je dis, mais je ne dis pas que c'est parfait. Le SCF a fait sa réunion, a fait son truc, coming out. Dernièrement, Bafoussam. C'était, je c'est dans quel pays? Dans un pays autre que le Cameroun. Lorsque vous du PCRL, vous faites vos politique ici à Douala. Vous dites qu'il n'y a pas de manifestation. Je vous donne. Marseille, chaque jour. Je vous donne un exemple simple qui est contemporain. Ça fait moins de 10 jours. On a vu sur les trucs. Vous du PCRL, vous faites tous les jours des comités de base que vous installez. On monte tous les jours, on ne monte pas. Un mec ne monte pas les comités de base qu'on n'installe pas tous les jours. Ce n'est pas une manifestation politique. Moi je dis ceci, monsieur Yedek. Nous sommes tous d'accord pour une chose. Les marches, ce n'est pas la seule manifestation politique. Parce que vous dites que. Est-ce qu'on ne parle non, vous l'avez dit ceci. On n'a pas reculé. Vous avez dit aussi, de ce point de vue. Vous avez dit aussi, aucune manifestation politique n'est autorisée au Cameroun depuis 15 ans. Je vous donne des exemples qui sont de moins de 8 jours. Donc voilà la réalité. Parce que vous dites aux gens ce qui n'est pas vrai. Et lorsque les gens nous suivent, et qu'il n'y a pas sur un plateau comme moi pour vous dire que non, c'est pas vrai, à ce temps des exemples précis, les gens me mettent ça dans la tête, ça devient un truc. Moi je comprends pas. Et en fait, l'opposition, vous l'avez dessus. C'est le véritable problème en réalité. Je vous donne des exemples banals. Lorsque vous me dites que vous vous retrouvez avec le MRC, qui vous a insulté en disant que vous êtes des traîtres, vous devez parler aux élections. Un parti politique qui dit qu'on va parler aux élections, c'est leur son droit. Mais qui se permet d'insulter ceux qui vont aux élections en disant qu'ils sont des traîtres, les proposants, les partis proposants, les partis de ceci, j'ai entendu, les PCRN, et qui demain va utiliser ceux qui sont allés aux élections, qui étaient traités de traîtres, pour venir s'asseoir avec eux, pour parler des modifications des tests. Vous ne trouvez pas que c'est un peu... C'est ça la politique, mais... Ah, donc c'est ça la politique. Que reprochez-vous donc au RDPC qui fait sa politique? Que reprochez-vous donc au RDPC qui fait la politique? De ne pas bien diriger le pays, tout simplement. La politique de ne pas bien diriger le pays, tout simplement, mais... La politique ne consiste pas à prendre le pouvoir de vous le remettre. Vous ne le remettrez jamais. On a vu en Guinée avec un opposant qui a été en prison, qu'on a même tiré à l'arbre, qu'on appelle, comment on appelle ça encore là, Alpha Condé, qui a fait exactement ce qu'il reprochait aux autres, pire. Ouad a failli faire la même chose. Les opposants. Mais vous croyez que... À ce niveau, même, vous ne donnez pas l'occasion de Camerounais de penser que le RDPC ne pense qu'à recopier ce qui n'existe, ce qui est mauvais. Non, mais c'est pas le RDPC qui a mis Alpha Condé. On va prendre des exemples. Alpha Condé, c'est un opposant comme. Non, moi je ne vais même pas dire comme parce que lui n'est pas opposant, comme le professeur Kanto. Parce que c'est pas le même style. C'est pas le même style. Même pas comme John Fundi, c'est pas le même style, même pas comme Cabral Libi. Celui qu'on appelle le professeur Alpha Condé, c'était un opposant véritable, qui a eu des démêlés forts avec la justice, avec même pas la justice, mais la justice même c'est autre chose, même avec l'armée, on tirait sur lui, je me rappelle une fois, il a même failli mourir. Ce monsieur vient au pouvoir en disant je vais tout changer, quand il arrive au pouvoir, il duplique, empire, ce qu'il reprochait au pouvoir qui venait de chasser. On a parlé de Ouad, je peux parler des centaines de présidents d'opposants qui hier étaient à l'opposition, donnent l'impression que ceux qui sont au pouvoir font mal, et quand ils arrivent, font pire que ceux qui sont au pouvoir. Et les Camerounais lisent, ils suivent. Et notre rôle, c'est de leur dire, écoutez, ne vous laissez pas borner, parce que... Et le drame avec l'opposition, c'est quoi? C'est qu'on les a vus à l'œuvre. Lorsque je parle tout à l'heure, à quel moment j'ai commencé à parler de MRC. Mon frère, il est très malin, il m'a coupé. Quand il commence à dire que d'un coup, on va aux élections, après on ne va plus. La Cour constitutionnelle, elle est un truc, après non. Nous ne sommes pas pour ceux qui vont marcher à Paris, je sais pas quoi. Et le lendemain, on applaudit. Il y a énormément de contre-choses. On va acheter un bus pour la campagne, on nous montre les images, etc. Le bus n'est jamais arrivé. On va ouvrir une télévision, on nous dit oui, cotisez, l'argent tombe, on n'a jamais vu la télévision. Mais c'est vrai, si vous ne pouvez pas gérer un parti politique, si vous ne pouvez pas dire la vérité, c'est-à-dire faire une transparence sur un petit parti politique, je suis Voval.
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est même une arnaque la plus grande. Aujourd'hui, on a voulu lever les fonds pour ceux qui viennent de mourir là. Mais c'est ça les choses que les Camerounais lisent quand même. Vous croyez que parce que vous dites que le peuple, nous ne disons pas ça. On se dit, voilà un parti politique qui aspire à gouverner le Cameroun, qui ne fait que de faire des anarches, qui ne fait que faire des anarches, qui est incapable de gérer un petit fonds. Voilà la réalité. Je voudrais invoquer quelque chose que nous avons, je l'espère, je pense, en commun aussi, c'est l'intelligence. Maître, qu'est-ce qui peut contredire une expertise? Une contre-expertise, n'est-ce pas? C'est bien le cas. Qu'est-ce qui peut contredire un audit? Un contre-audit. Le reste n'est que bavardage. Alors, lorsque la personne qui est chargée de gérer une structure, c'est lui qui est présenté comme étant le patron de la structure, c'est-à-dire Paul Riquinet, et qui, non, pas Paul Riquinet, je veux dire, pourquoi son nom m'échappe depuis là, lui-même conteste votre expertise, vous dites que vous pouvez aller. Je suis donc en train de dire chaque fois que vous contestez les choses du RDPC, vous faites une contre-expertise. C'est ça en fait. Vous voulez dire que lorsque vous contestez ce que le RDPC fait, le gouvernement fait, merci, maître. On donne une contre-expertise pour contester. Ce que je suis en train de dire, maître, ce que je suis en train de dire, et nous comprenons très bien, aucune distraction. Il y a eu audit. Parlons français, expliquons aux Camerounais. Avec la structure qui n'existe pas, vous voulez qu'on aille dans le détail? Quand vous dites que votre structure mais c'est vous qui avez évoqué ça ici. Ce n'était pas le sujet à l'ordre du jour. Non, ce n'était pas le sujet à l'ordre du jour. Je vous pose la question. On sort des polémiques sur la succession des chefs d'État. La succession, elle sera faite par le PCRN. Elle sera faite par le MRC. Elle sera faite par SDF qui aspire à cela. Je dis que les Camerounais doivent savoir que ces personnes ne peuvent pas succéder au RDPC qui aujourd'hui représente le meilleur profil. Et je mets à nu la carence de ces partis politiques. Tu as dit à l'aise. Viens pour la venir à l'aise. Mais pas du tout. Rapidement, vous aurez remarqué qu'il m'a arraché la parole. Tout en faisant en sorte de ne pas répondre à ma question. Mais j'ai la réponse. Et les Camerounais ont la réponse. Je dis et je répète qu'à moins qu'on insulte notre intelligence collective à un audit, on oppose un contre-audit. À une expertise... Encore faut-il qu'on puisse avoir les moyens de faire ça. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Maître Biliga, s'il vous plaît. Il faut se donner donc les moyens. Quand on n'a pas les moyens, on se tait. Alors, je dis bien... Lorsque vous contestez les je vais vous dire quelque chose. Le défunt Pendai Koka, pour deux raisons. C'était mon aîné Ali Berman. Nos familles sont amies avant que nous nous retrouvions alliés politiques d'un instant. Je m'interdis donc d'insulter sa mémoire. Mais, maître, laissons le temps au temps. Je sais que vous l'avez tellement aimé que vous l'avez gardé 9 mois en prison quand même. Aujourd'hui, vous lui trouvez que des qualités, mais il ne les avait pas à ce moment-là. Non. Ah bon, ok, très bien. Mais en tout cas, il a eu celle. Je mets en exergue vos contradictions. Oui. Mais vous savez, ce qu'il y a de particulier, c'est que la nature reprend toujours ses droits. Et je vous mets au défi que nous évoquions encore un certain nombre de mouvements ou de ce qui apparaissait comme tel dans 3 ou 4 mois. Voilà. Donc laissons les morts au cimetière. Vincent Yédin, la rentrée scolaire c'est demain, très rapidement avec ce sujet-là, la question des APE. On est là totalement en train de faire des escroqueries, l'arnaque à ciel ouvert. On ne va pas aller économiser les mots pour se dire cela comme ça. Non, en fait, je reproche ici au gouvernement, n'est-ce pas, cet esprit, ce ponce-pilatisme-là. Le gouvernement est au courant de ce que les APE sont obligatoires. Il est au courant et il encourage cela. D'ailleurs, les comptes sont ouverts dans les banques à cet effet, qui sont contrôlés par le ministère. Et ça arrange le gouvernement parce qu'il crée des établissements sans mettre les structures. Parce que les établissements, ces établissements existent sans qu'il n'y ait des moyens de fonctionnement. Les APE, donc, deviennent une vache à lait qui, en même temps, vont couvrir les besoins des établissements, mais également ceux des responsables en charge de la gestion de ces APE. Je vous rappelle qu'on est parti des APE
aux APEE. Et à cette époque, on reprochait au bureau, n'est-ce pas, des APE, de disclare les fonds. Pour qu'ils ne les disclare non plus, on y a associé les enseignants. Et maintenant, ça devient tout ce que ça devient là. Vous ne pouvez pas nous dire qu'un établissement qui a été en construction en 2020, en 2015 par exemple, et qui a demandé 20 000 francs par an, en 2021, quand il n'y a plus de travaux de construction, se retrouve à demander 25 000. Ça n'a pas de sens. Merci. Merci Vincent de Pouédé. Très rapidement, mot de fin, syndicat. Non, c'est une manière détournée de braquer les Camerounais. Et là, je ne peux pas dire autre chose que ce que vient de dire mon copanéliste. Nous sommes parents. Et au-delà de tout, c'est l'État qui a démissionné, qui s'est défaussé et qui laisse faire cette arnaque à ciel ouvert. C'est tout. C'est peut-être un débat qu'il faudra peut-être faire quand il y aura du temps. Mais je voudrais vous dire que j'ai été président de l'APE pendant 4 ans de Wafos. Ici à Lauréat. Non, pas Lauréat, à l'école primaire. J'étais trésorier de l'APE au CES, elle est devenue le lycée de Makepe. Donc je vais prendre 2 exemples. Un exemple où il y a l'État, et là-bas c'est privé. Payons au privé, c'était pas l'État là-bas, sur Wafo. Et notre agent servait à faire comment on appelle ça, des trucs, comment on appelle? Payer les non, on ne paye pas les maîtres, on faisait les trucs périscolaires, c'est-à-dire les excursions, les activités périscolaires. C'est ce qu'on faisait avec notre argent. Au lycée de Makepe, on construisait des salles de classe. On en a construit pour le compte de l'État. Et je vous assure que les parents d'élèves eux-mêmes, parfois insistent, parce que j'ai vu des proviseurs dire, on ne prend plus de personnes, les parents d'élèves, pardon, permettez-nous de faire, on va apporter les bancs, on va essayer de trouver de l'argent pour qu'il y ait des salles de classe. Maintenant, oui, il y a la tricherie. Il ne faut pas être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Il y a des gens qui trichent, qui volent l'argent de l'État, qui volent l'argent des APE en complicité avec les proviseurs, etc. Cela est vrai et cela doit être cessé. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Merci, merci à vous, chers messieurs, d'avoir honoré à notre invitation dans le cadre de cette production dominicale, Vitrine 237 sur MyMedia Prime Télévision, tous les dimanches lorsqu'il est 10h. 2 messages pour sortir. Bonjour le panel. Dans tous les partis politiques, il y a des clans, même dans votre métier. Il faut respecter la Constitution et les institutions. L'opposition est banale. Elle ne fout rien, mais c'est elle qui veut gouverner le Cameroun. C'est elle qui veut gouverner le Cameroun. Celle qui veut gouverner le Cameroun respectera la Constitution. Ça, c'est le message d'un téléspectateur. Un autre rapidement. Bonjour le plateau, s'il vous plaît. Je m'adresse au maître. Le programme politique est seulement le MRC. Il a prononcé le MRC 27 fois. Sur ce plateau, je m'interroge vraiment. Ça répond à ce que le MRC est le seul parti politique d'opposition au Cameroun. Mettre plus de distractions, nous sommes censés atteindre le grand soir. Christian Donvon. Je pense bien que c'est... Non, Christian de Donvon. C'est de là où il nous suit. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont regardés. Je rappelle que dès dimanche prochain, vous aurez votre programme Vitrine 237 de 10h à midi, désormais. Et ce soir, premier arrêt en rediffusion, lorsqu'il sera 16h30 ce soir, et mercredi soir, lorsqu'il sera 21h30. Restez sur la suite des programmes de MyMedia Prime Télévision à dimanche 10h.